Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation de la semaine des données à cœur intitulée Magic Castle, votre super ordinateur personnel dans les nuages. Donc, mon nom est Félix-Antoine Fortin, je suis professionnel de recherche à l'Université Laval. Ma principale fonction à titre de professionnel de recherche, je développe le logiciel Magic Castle. Donc, à l'Université Laval, je fais partie de l'équipe Calcul Québec, qui est un partenaire régional de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Euh, Peut-être vous avez lu dans la description superordinateur, calcul informatique de pointe. Peut-être vous n'êtes pas tout à fait familier avec les concepts, étant donné qu'on est. Il y a des liens avec les données, mais peut-être qu'il faut les chercher un peu. Donc, juste faire une petite mise en bouche, là. Qu'est-ce que c'est que le calcul informatique de pointe? Donc, c'est tout calcul qui fait une utilisation intensive de ressources informatiques ou qui est limité par les ressources disponibles. Typiquement, c'est lorsqu'on se trouve à faire des différents, à tenter de résoudre différents problèmes qui soient complexes de dynamique moléculaire, dynamique des fluides, simulation climatique, ou lorsqu'on se trouve à manipuler beaucoup de données ou des données de façon intensive. Lorsqu'on présente nos services aux chercheurs, là, typiquement, on dit venez utiliser les services de Calcul Québec ou de l'Alliance lorsque votre ordinateur est prêt de prendre feu ou qui ne suffit plus à vos besoins. Puis là, principalement, j'ai entouré là, beaucoup de données dans le cadre de la semaine des données à cœur. C'est peut-être plus ça qui va nous intéresser. C'est lorsqu'on va avoir beaucoup de données à traiter, on est susceptible de vouloir utiliser les super ordinateurs et peut-être même de concevoir son propre super ordinateur. Ce qu'il faut savoir, donc peut-être vous n'êtes pas familier, peut-être êtes-vous familier, le calcul informatique de pointe au Canada, il existe des infrastructures à l'échelle de tout le pays. Principalement, donc, on a 5 centres de données qui offrent des services de calcul informatique de pointe, donc des serveurs de calcul qui existent, sur lesquels les chercheurs et les gens du monde académique, les étudiants, peuvent se connecter pour pouvoir effectuer des calculs, pour pouvoir effectuer de la recherche. Donc, il y en a deux en Colombie-Britannique, deux en Ontario et un au Québec. En fait, il y a un centre de données au Québec, mais il y a deux serveurs de calcul au Québec qui sont Beluga et Narwhal. Donc, si vous êtes à l'Université Laval, c'est déjà passé à l'Université Laval, le centre de calcul, il se trouve à être dans le silo, ce qu'on appelait Colosse. Donc, ça ressemble à ça, un centre de calcul, et ça permet de faire de la recherche, donc d'exécuter de différents programmes qui requièrent beaucoup de ressources de calcul. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, l'Alliance et ses partenaires régionaux pour enseigner le calcul informatique de pointe à ses chercheurs et aux étudiants, parce que typiquement, ces notions-là ne sont pas apprises dans le cadre de cours gradués ou sur les bancs d'école. Les partenaires régionaux offrent plus de 150 formations par année sur l'utilisation du calcul informatique de pointe et des ressources de calcul. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que les ressources de calcul, donc les centres de données, sont utilisés à plus de 95 des ressources disponibles. Donc, les centres de données sont utilisés à plus de 95 pour effectuer du calcul, pour effectuer de la recherche. Donc, on vient devant nous une problématique qui est, ben, on aimerait enseigner aux gens comment utiliser nos machines, mais nos machines sont tellement utilisées qu'on a peu de temps, on a peu de disponibilité des infrastructures pour leur enseigner comment s'en servir. Donc, comment former nos utilisateurs sans avoir une répercussion négative, sans dire à la recherche, ben, on va arrêter la recherche le temps d'enseigner. Et là vient une question philosophique plus profonde. Pourquoi, d'après vous, y a-t-il plus de sorciers dans Harry Potter que dans Le Seigneur des Anneaux? Donc, si vous avez une hypothèse à cette question-là, vous allez peut-être dire que c'est un peu champ gauche, mais je vous assure, c'est en lien avec la présentation aujourd'hui. Donc, si vous avez une ébauche de réponse, vous pouvez allumer votre caméra et prendre la parole. Sinon, peut-être l'indiquer dans le chat. Euh, je- toute réponse est la bienvenue. Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne n'a une idée.
Je veux. Ah! Il y a une école dans Harry Potter. Mais Émilie, il y a même plusieurs écoles dans Harry Potter. Si vous êtes rendu, je pense, jusqu'au gobelet de feu, à un moment donné, ils ont une compétition. Effectivement, il y a des écoles de sorciers dans Harry Potter. Il y a plusieurs sorciers à qui on enseigne la magie. Donc, par contre, dans Le Seigneur des Anneaux, les gens sont un peu, ils ont des tours, hein, les tours de Sauron, un peu comme le centre de données à l'Université Laval. Cette connaissance-là est plutôt confinée à une seule entité, une seule infrastructure de béton. Ce qu'on vise, en fait, idéalement, plutôt que pour enseigner à nos utilisateurs, on veut leur mettre les mains dedans, mais on veut pouvoir quitter le mortier, le ciment, le, le- 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 les infrastructures monolithiques pour plutôt passer vers des écoles de sorciers, des écoles qu'on pourrait créer à la demande comme s'ils étaient en Lego. Donc, c'est ce qu'on aimerait faire et c'est ce que Magic Castle aimerait proposer à la communauté. Donc, Magic Castle, c'est un outil infrastructure as code, open source, donc de code source ouvert, visant à reproduire l'expérience des utilisateurs de calcul informatique de pointe dans le nuage à la fois commercial et communautaire. Donc là, on va prendre un petit pas de recul. Qu'est-ce que c'est que l'infrastructure as code? Donc, c'est un ensemble de mécanismes permettant de gérer par des fichiers, donc du texte ou des codes informatiques, une infrastructure informatique virtuelle. Donc là, on va quitter le ciment, les racks, les ordinateurs physiques pour plutôt se projeter dans le virtuel, mais non seulement le virtuel, mais avant d'en créer des machines virtuelles, avant de créer des instances virtuelles, on va juste décrire notre infrastructure sous la forme de texte, sous la forme d'un programme informatique. Donc, c'est ça Magic Castle. Donc, Magic Castle, ce que c'est essentiellement, c'est juste un ensemble de fichiers de programmation dit Infrastructure as Code qui décrivent une infrastructure virtuelle qui reproduit un superordinateur, mais dans un cloud commercial ou communautaire. Et Magic Castle, ce qu'on propose, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble des clouds commerciaux populaires qui existent en utilisant une seule et même interface. Donc, si vous souhaitez lancer un superordinateur similaire à celui de l'Alliance dans Azure, dans AWS ou encore dans le cloud communautaire de l'Alliance, vous pouvez utiliser une seule et même interface, un bout de code et Magic Castle va s'occuper de lancer cette infrastructure-là pour vous dans les nuages. Donc, essentiellement, qu'est-ce que ça fait? C'est l'architecture qui est présentée ici, vous n'êtes pas obligé de la comprendre, mais c'est juste pour vous montrer, là, il y a vraiment un ensemble de services et de ressources virtuelles qui vont être créées automatiquement, basées sur les besoins, basées sur quelques configurations, quelques paramètres que vous lui avez fournis. Puis ensuite de ça, cette, cette- cette, cette- ce code-là, cette description-là, va être traduite et appliquée dans l'un des cadres commerciaux qui existent, que ce soit AWS, Azure, Google Cloud, OpenStack ou OVH. Mais non seulement, donc, si vous êtes un peu familier avec le cloud, on peut créer des instances virtuelles, mais une fois qu'elles sont créées, elles sont un peu inertes. Elles sont pas configurées nécessairement pour être un super ordinateur. Elles sont seulement un système d'exploitation, tout ce qu'il y a de plus de base, qui n'a pas de fonctionnalité particulière. Donc, Magic Castle, une fois qu'on a créé l'ensemble des ressources virtuelles, on va venir aussi les configurer automatiquement avec un administrateur système automatique qui s'appelle Puppet, qui va aller installer une suite, la suite des logiciels qui sont typiquement utilisés et retrouvés dans les super ordinateurs de l'Alliance et même plus. Donc, on va ajouter d'autres services qui vont faire en sorte que euh, un, un nouvel utilisateur de super ordinateur va pouvoir facilement utiliser les services sans même connaître le cloud, sans même connaître Puppet et sans même connaître nécessairement les super ordinateurs. On va lui fournir des outils qui vont faire en sorte qu'il va pouvoir progresser dans son apprentissage des super ordinateurs.
Cet outil-là a été utilisé, donc a été créé, rendu open source en 2018 et a été utilisé par plus de 1000 formations et cours universitaires pour apprendre différentes notions liées aux superordinateurs, au calcul informatique de pointe, et ça à travers le monde. Donc, oui, c'est principalement utilisé d'abord au Québec par Calcul Québec, ensuite de ça par les différents partenaires régionaux de l'Alliance. Mais étant donné que c'est un logiciel open source, on a des collaborateurs à l'externe et même il y a une formation sur le calcul haute performance qui a été donnée au Bangladesh basée en utilisant Magic Castle pour fournir des ressources de calcul. Et c'est là où Magic Castle permet en fait une certaine démocratisation de l'accès aux ressources de calcul. On peut s'imaginer qu'au Bangladesh, on n'a pas nécessairement accès à des ressources de calcul haute performance disponibles physiquement. Par contre, en utilisant le cloud, on n'en a pas besoin. On peut juste accéder à des ressources virtuelles et les détruire lorsqu'on n'en a plus besoin. Donc, c'est bien beau tout ça, la théorie de comment c'est, qu'est-ce que c'est, mais comment est-ce que ça fonctionne? Donc, comme j'ai dit, Magic Castle, essentiellement, c'est du infrastructure as code. Donc, c'est du texte, c'est de la programmation qui va être digéré, qui va être interprété par un outil ligne de commande qui, lui aussi, est open source, qui s'appelle HashiCorp Terraform. Donc, HashiCorp est une compagnie privée, en fait publique, cotée en bourse, qui a développé cet outil-là. Il l'a rendu disponible à la communauté et qui vient interpréter finalement notre code. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, vous, en tant qu'utilisateur potentiel de Magic Castle, ce que vous faites, c'est vous récupérez le code, vous le modifiez un tout petit peu, vous entrez, par exemple, le nom de votre super ordinateur personnel, différents paramètres, combien vous avez besoin de capacité de stockage, combien de quantité de calcul, mais surtout sur quel cloud vous aimeriez l'exécuter. Donc, ça se passe ici. Donc, l'infrastructure, elle est définie par un module, dit un module Terraform. Donc, c'est un simple fichier texte de moins d'une centaine de lignes qui est assez facile à lire. Puis, il y en a un différent pour chacun des fournisseurs cloud, qui soit commercial ou communautaire. Par contre, ces modules-là ont chacune la même interface d'entrée. Donc, c'est ce qui fait en sorte que Magic Castle est dit agnostique du nuage que vous choisissez, parce qu'on a fait en sorte que l'ensemble des paramètres d'entrée et de sortie seraient les mêmes. Donc, lorsque vous allez venir configurer votre ordinateur, peu importe le cloud que vous avez choisi, c'est la même interface qui vous est présentée. Puis ensuite de ça, c'est Magic Castle, c'est les ressources qui sont et c'est Terraform qui s'occupe de communiquer avec votre fournisseur cloud. Donc, à quoi ça ressemble, ce fichier-là? Ben, ça ressemble à, c'est pas plus compliqué que ça ici. On n'ira pas dans le détail, mais l'idée, c'était juste de vous montrer, par exemple, ici, on a le fournisseur AWS. Si on passe à Google Cloud, comme vous avez pu voir, là, il y a juste quelques mots qui ont changé. Il y a juste un petit peu de la configuration qui a changé. Essentiellement, on change le nom du système d'exploitation qu'on va aller utiliser et le nom des instances, donc le type de machine virtuelle qui sont, eux, fonction du cloud qu'on a choisi, mais c'est tout. Sinon, là, pour reproduire à peu près le même superordinateur, la même configuration, on va avoir le même fichier, plus ou moins. Et puis, donc, on se débarrasse un peu de nos chaînes. On est en mesure de passer d'un nuage à l'autre en fonction de nos besoins, en fonction de notre budget, en fonction peut-être des ententes qu'on a avec le fournisseur de nuage. Donc, une fois qu'on a conçu finalement, modifié ce petit bout de texte-là, on va le fournir à Terraform, qui est un outil ligne de commande. Il y a aussi une version info nuagique auquel on ne s'intéressera pas pour aujourd'hui, mais c'est un outil ligne de commande très simple. Lui, on va lui dire à l'intérieur d'un simple répertoire dans lequel il y a notre fichier texte qu'on a vu précédemment, on va juste lui dire Terraform Plan et Terraform Apply. Puis Terraform Apply, finalement, lui, va valider toutes les ressources qui sont à créer et éventuellement vous les présenter en disant êtes-vous bien certain que vous voulez créer
cette machine virtuelle et autres. C'est là où vous allez prendre conscience de l'ampleur des ressources qui sont créées à partir du simple petit bout de texte que vous avez modifié. Et puis, ensuite de ça, c'est Terraform finalement qui fait la traduction, donc qui va aller communiquer avec le fournisseur d'infos numériques pour créer les ressources virtuelles qui sont nécessaires à l'exécution du superordinateur. Mais vous n'avez même pas, vous avez à peine conscience, vous n'avez pas besoin de connaître l'ensemble de ces ressources-là, vous avez juste besoin de remettre finalement à Magic Castle et à Terraform la clé d'accès à votre service d'info nuagique. Puis ensuite de ça, ces ressources-là vont être créées automatiquement pour vous. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, comme j'ai dit, le résultat de cette création-là, ce sont des machines virtuelles, ce sont des ordinateurs virtuels qui ne communiquent pas entre eux. Et un superordinateur, c'est un ensemble d'ordinateurs qui sont capables de communiquer entre eux, un ensemble de services interconnectés pour offrir plus qu'un simple ordinateur, pour offrir un ensemble d'ordinateurs qui sont exploitables pour des fins de recherche. Donc, la façon dont on configure cette chose-là, c'est via un outil qui s'appelle Puppet, que moi, j'aime définir comme un espèce d'administrateur système virtuel automatisé. Donc, automatiquement, lorsqu'on crée les machines virtuelles, il y a une série de scripts informatiques qui vont s'exécuter pour vous, basés sur les informations que vous avez fournies dans votre premier fichier de programmation. Et puis, l'agent, automatiquement, va faire intercommuniquer les différentes ressources, installer les services et au bout d'environ 20 minutes, vous obtenez un super ordinateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire obtenir un super ordinateur? Qu'est-ce que c'est que les services, en fait, qui sont offerts une fois que vous avez créé votre super ordinateur? Ben, d'abord, une fois que le super ordinateur est créé, étant donné d'abord l'objectif, c'était quand même de pouvoir offrir des formations, dans l'environnement qui est créé, on peut créer des comptes. Donc, il y a automatiquement, donc, lorsque le super ordinateur est créé, il a un nom, il a une adresse web sur laquelle l'utilisateur peut, et les participants, par exemple, d'une formation, peuvent se connecter, ils peuvent aller se créer un compte avec leur courriel, leur nom d'usager, leur mot de passe. On pourrait même connecter ce super ordinateur-là sur un système d'authentification, par exemple, celui d'une université, mais pour des raisons de flexibilité, on a notre propre système d'authentification qui est vraiment confiné au superordinateur qu'on a créé. Donc, par exemple, dans le cadre d'un cours universitaire, on crée un superordinateur pour le cours. Les étudiants se connectent via le nom du cours et vont créer leur compte et ensuite de ça, vont pouvoir se connecter à cette machine. Donc, pour se connecter, ils vont utiliser, par exemple, ce qu'on appelle le terminal ou SSH, donc une connexion sécurisée au superordinateur. Mais aussi, on offre quand même, étant donné que ce superordinateur-là a une adresse web, il y a toute une série de services web qui sont aussi configurés et installés à l'intérieur du 20 minutes et qui permettent à l'utilisateur d'administrer son compte, mais aussi, par exemple, d'exécuter des notebooks Jupyter pour analyser des données, apprendre. Donc, souvent, par exemple, les formations de Calcul Québec sont livrés sous la forme de notebook à exécuter avec le formateur en avant. Ben, à ce moment-là, les notebooks sont déjà disponibles pour le participant pour les exécuter. Et ensuite de ça, ben, lorsqu'on utilise un super ordinateur, typiquement, on va vouloir exécuter des tâches. On va vouloir souvent sous on appelle ça des files d'attente. Donc, les usagers, étant donné, comme je disais, les ressources sont utilisées à plus de 95 on ne peut pas fonctionner non plus sur la formule premier arrivé, premier servi. Les ressources ne peuvent pas être rendues disponibles directement aux usagers dès qu'ils en ont besoin. On leur demande d'habitude
de scripter finalement la tâche qu'ils ont exécutée et ensuite de ça, de la mettre dans une file d'attente. Donc, dans un but de former les utilisateurs à l'utilisation de cet environnement-là de soumission de tâches, bien entendu, l'ensemble des ressources de calcul qui sont déployées dans le super ordinateur virtuel sont eux aussi accessibles via ce qu'on appelle un ordonnanceur. Dans ce cas-ci, c'est le logiciel Slurm. Donc, via la ligne de commande, un utilisateur peut soumettre une tâche, donc scripter l'ensemble des commandes qu'il a exécutées et via la commande SBatch, soumettre cette tâche-là à l'ordonnanceur. Étant donné qu'on est dans un super ordinateur virtuel qui est nettement moins utilisé que les super ordinateurs classiques, la tâche va s'exécuter beaucoup plus rapidement, mais le processus est là quand même. L'utilisateur va apprendre finalement à utiliser cette ligne de commande-là, à apprendre à gérer l'ordonnanceur. L'exécution des tâches, donc, comme je disais, à l'intérieur de 20 minutes, on arrive à configurer des services, on arrive à installer des logiciels. Par contre, l'ensemble des logiciels scientifiques qui sont typiquement retrouvés sur les super ordinateurs peuvent prendre plusieurs minutes à avoir plusieurs heures typiquement installées et à configurer. Donc, on ne pourrait pas s'imaginer faire ça automatiquement à chaque fois, surtout qu'il en existe plus de 3000. Et l'objectif de Magic Castle est quand même de répliquer l'environnement de calcul de l'Alliance. Donc, d'offrir éventuellement ces 3000, ces 3000 logiciels-là scientifiques sans nécessairement avoir les recompilés à chaque fois. Donc, il existe une technologie qui prédate la mise en... voyons, le, qui prédate Magic Castle, qui a en fait, qui a aussi initié l'idée derrière Magic Castle, qui est CVMFS. Donc, l'équipe technique du support à la recherche de l'Alliance numérique de la recherche, de l'Alliance numérique pour la recherche du Canada, plutôt que d'installer les différents logiciels scientifiques directement sur les différents superordinateurs répartis à travers le Canada, se sont éventuellement rendus compte qu'il serait plus intelligent de les installer à un endroit central et de distribuer ensuite de ça, cette pile logicielle-là, sur les différents centres de données. Et pour ce faire, ils utilisent une technologie qui a été développée au CERN, qui s'appelle CERN VMFS, et qui avait exactement cet objectif-là, c'est-à-dire de distribuer des logiciels à des super ordinateurs, de distribuer des logiciels à des centres de données qui sont géographiquement distribués. Au départ, donc, cette technologie-là était accessible seulement aux super ordinateurs, puis éventuellement, ben, l'équipe de support, l'équipe technique de l'Alliance s'est rendu compte que ben, ça pourrait peut-être intéresser d'autres gens. Donc, éventuellement, la pile logicielle a été rendue disponible à quiconque voulait y accéder. L'avantage de cette pile-là, donc Magic Castle, ce qu'on fait, c'est qu'on veut juste s'y connecter. L'avantage de cette pile-là, c'est que les logiciels sont là, mais ils ne sont pas chargés tant aussi longtemps que l'utilisateur n'en a pas besoin. Et ils sont disponibles directement sous leur forme utilisable. Donc, ce sont des binaires déjà utilisables. Et dès que l'utilisateur les charge, on va se trouver à les télécharger de l'Internet dans une cache qui est locale à Magic Castle. Et puis là, ils vont être utilisables comme s'ils avaient été installés directement sur le super ordinateur. Donc, c'est vraiment magique et ça nous permet d'avoir accès à un ensemble de logiciels de plus de 3000. Et cette initiative-là de l'Alliance, en fait des petits et maintenant, il y a une organisation qui s'appelle Easy en Europe qui fait exactement la même chose, mais pour des besoins de centres de données européens et qui collaborent ensemble. Et ensuite de ça, ben, la dernière chose qu'on pourrait vouloir faire, mis à part exécuter des tâches, ben, Magic Castle, lorsqu'il est démarré, il n'y a pas nécessairement de données particulières qui pourraient être traitées à même le super ordinateur en question. Donc, les utilisateurs seraient susceptibles de vouloir transférer des données vers le super ordinateur pour les traiter ou encore récupérer des résultats de simulation. Ça peut se faire avec Globus ou via la ligne de commande. Globus peut être installé automatiquement sur le super ordinateur virtuel.
Une fois le travail terminé, donc une fois que notre super ordinateur personnel il a été créé, reste que si on utilise le nuage commercial, ce super ordinateur-là représente des coûts. Donc, il y a une utilisation de ressources. Il n'y a rien de gratuit en ce bon monde. Le, la- vous aurez associé votre carte de crédit à ces ressources-là. Donc, le compteur tourne. Il y a une dépense qui se fait. Donc, l'idée avec Magic Castle, c'est de permettre la destruction, donc l'annihilation complète de toutes les ressources via toujours la simple ligne de commande, donc Terraform Destroy, et en quelques minutes, l'ensemble des coûts sont éliminés, les ressources sont détruites. Donc, on est capable, en moins de 20 minutes, de créer un super ordinateur et quelques minutes, faire du travail, apprendre comment ça fonctionne. Et ensuite de ça, en quelques minutes, voire là, quelques minutes, même je suis généreux, en moins d'une minute, on est capable de supprimer l'ensemble des ressources virtuelles et retomber à un coût nul au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'infrastructure qui a été déployée. Mais là, vous êtes susceptible de me dire, mais là, on est dans la semaine des données à cœur. Là, on a transféré des données, on a potentiellement produit des résultats directement le super ordinateur. Qu'est-ce qui arrive aux données si on détruit le super ordinateur, si on détruit l'ensemble des ressources virtuelles? Mais ces données-là, elles sont détruites aussi. Soyons honnêtes, elles sont détruites. Magic Castle, d'emblée, ce qui est annoncé, c'est qu'on crée un environnement qui est jetable. Le stockage est mis en place par l'infrastructure de Magic Castle et par design temporaire et dispose de la même durée de vie que les autres composantes. Donc, que l'ensemble des ressources virtuelles qu'on a créées, le stockage qui serait utilisé pour aller stocker nos données, il va être détruit en même temps que les ressources en question. Cette durée de vie-là, ben, elle est fonction des besoins de l'utilisateur et de son budget. Si l'utilisateur a les poches très profondes et est capable de maintenir les ressources de calcul disponibles pendant des jours, des heures, des mois, voire des années, il n'y a pas de problème. Les ressources de calcul vont être, les ressources et le stockage peuvent rester en ligne, peuvent rester disponibles. On a différents exemples d'utilisation de Magic Castle dans l'histoire, avec même des différentes durées de vie. Donc, par exemple, les formations Calcul Québec, la formation Unix 101, le super ordinateur, typiquement, il est créé la veille de la formation. On fait quelques tests pour s'assurer que ça fonctionne. Et une fois que la formation est terminée, on supprime le super ordinateur. Les données, le résultat de la formation, ce que les étudiants ont fait, est généralement pas super intéressant. Donc, on libère le stockage. Donc, ça ne nous intéresse pas de toute façon de garder ces données-là. Les cours universitaires gradués sur l'apprentissage profond, par exemple, mais ça, c'est sur la durée complète d'une session. Donc là, le super ordinateur va être fonctionnel pendant une vingtaine de semaines. Et au bout de la vingtaine de semaines, on va typiquement demander aux étudiants de récupérer leurs résultats s'ils en ont. Et même pour être prudent, parce que souvent ils ne répondent pas ou souvent la session s'est terminée, mais ils utilisent encore le super ordinateur, on va détruire une partie des ressources de calcul, mais garder quand même le stockage accessible pendant un certain moment. Donc, réduire finalement la taille du super ordinateur pour permettre aux étudiants de récupérer leurs résultats. Et finalement, ben, étant donné l'utilité du logiciel, éventuellement, il y a des gens qui ont dit, ben, nous, on voudrait on n'a pas accès à un super ordinateur physique, mais on a accès à du cloud, on a accès à de l'info nuagique, on a des crédits, on aimerait se créer notre super ordinateur virtuel, on est prêt à débourser pour ça. Ben là, à ce moment-là, effectivement, il y a des super ordinateurs basés sur Magic Castle qui ont plus de 6 mois, même plusieurs années en ce moment, et qui tournent toujours et dont leurs données n'ont pas été détruites. Si le stockage de données en dehors de la vie utile du super ordinateur
devrait être confié à des services externes sur lesquels Magic Castle, lui, peut s'interfacer automatiquement. Donc, notre logiciel est quand même pensé pour aller se connecter sur différents services de base de données, des services tels que CVMFS, qui ont à cœur les données, qui ont comme objectif la pérennisation des données. Magic Castle, ce que c'est pas un système de stockage de données, c'est pas un système de. C'est vraiment un système de calcul qui va aller sur lequel on va aller transférer des données, qui va aller récupérer automatiquement des données, qui va aller se connecter sur des systèmes permanents de stockage de données, faire le traitement, et lorsque le traitement est terminé, lorsqu'on n'a plus besoin des ressources de calcul, lorsqu'on n'a plus besoin des services, bien, on arrête l'hémorragie, on coupe la facture, on termine le calcul, on termine les services, mais nos données sont quand même pérennisées par des services qui sont de stockage externe, qui eux sont pérennes, qui eux sont stables, qui eux sont pensés pour faire ça. Donc, un des exemples au niveau de l'interfaçage automatique sur des services de données externes, la formation Unix Hour à Calcul Québec. Dans le cadre de cette formation-là, les participants manipulent les données avec la ligne de commande. Chaque fois que Calcul Québec donne la formation Linux 101, ce sont les mêmes données qui ont été conçues. Le jeu de données a été conçu par l'organisation Software Carpentry et le jeu de données en question, sous la forme d'une archive zip, est rendu disponible sur GitHub. L'URL de ce jeu de données-là est constant et il existe. Donc, ce que Magic Castle, au niveau de sa configuration, permet de faire, c'est à l'administrateur, donc avant même de concevoir, avant même de lancer le superordinateur, on peut dire, ben moi, j'ai des jeux de données que j'aimerais télécharger et rendre disponibles à l'ensemble des usagers qui vont être créés sur le superordinateur. Voici le URL. Donc, au niveau de la configuration, donc, ce que je vous ai montré, c'est le fichier de configuration le plus simple, mais ensuite de ça, il y a tout un ensemble de configurations qui sont possibles, dont celle-là. Donc, il y a un endroit où on peut dire, voici les URL des jeux de données que j'aimerais télécharger et rendre disponibles à l'ensemble des usagers. Au bout du 20 minutes, lorsque l'usager se connecte sur le superordinateur, le jeu de données est là, déjà extrait, déjà prêt à être utilisé. Donc, on est en mesure de créer un environnement de calcul avec des données déjà intégrées, disponibles, mais dont la source, elle est constante, dont la source, par exemple, ici, c'est GitHub. Donc, la source, ça pourrait être un entrepôt de données. On en fait une copie le temps de faire des traitements, le temps de faire une formation. Et lorsqu'on n'en a plus besoin, bien, on détruit l'ensemble des ressources de calcul, mais la source de la vérité, elle, demeure sur GitHub, par exemple, dans notre entrepôt de données. À l'inverse, donc, je vous parlais tout à l'heure de Easy, l'autre initiative européenne qui a pour objectif de compiler et rendre disponibles des logiciels scientifiques via CVMFS, donc via l'espèce de grosse base de données ou de gros stockage disponible centralement qui peut être ensuite de ça sur lequel on peut se connecter. Cette initiative-là, d'abord, ils se sont rendus compte que le Magic Castle pourrait utiliser finalement la pile logicielle fournie par Easy pour utiliser les logiciels. Mais ensuite de ça, ils se sont rendus compte aussi que Magic Castle, en fait, pourrait être utilisé comme un super ordinateur, comme l'infrastructure pour compiler les logiciels qui servent à Easy. Donc, créer les artefacts, créer les binaires, compiler les logiciels. Donc, c'est vraiment, Magic Castle devient l'infrastructure de compilation des logiciels scientifiques. Et comme j'ai dit, le résultat de cette compilation-là, si elle est laissée à même le superordinateur, une fois que le superordinateur est créé, c'est détruit, pardon, ces artefacts-là seraient perdus. Mais comme leur objectif, c'est de rendre disponible à l'ensemble de la communauté scientifique européenne les artefacts en question, ils les déplacent. Donc, une fois que la compilation est terminée, ils les déplacent automatiquement vers du stockage objet dans WS, vers ce qu'on appelle typiquement des buckets S3. Donc, le stockage pérenne, lui, est fourni par une entité externe qui, dans ce cas-ci, est AWS, mais qui aurait pu être autre chose, et qui éventuellement est rendu disponible via CVMFS. Donc, on pourrait avoir même une flèche qui retourne vers Magic Castle. Donc, une fois que
c'est rendu, les artefacts sont rendus disponibles vers CVMFS, ben, ils pourraient être rechargés en fait dans un environnement de Magic Castle autre par la suite. Cette technologie-là là, de CVMFS que je vous ai expliqué, là, qui rend plus de 3000 logiciels disponibles, des logiciels, finalement, c'est des binaires, c'est des gros fichiers. Ben, dans les faits, la même technologie pourrait être utilisée pour rendre des données disponibles, pour rendre des jeux de données disponibles. Et c'est déjà, CVMFS est déjà utilisé, euh, par exemple, en bioinformatique, pour rendre disponibles des jeux de données directement sur les super ordinateurs. Ce qui fait en sorte que Magic Castle est capable, lui aussi, de se connecter à ces sources-là de données et les rendre disponibles directement à l'utilisateur qui se connecte. Donc, cette technologie-là permet finalement à Magic Castle d'accéder à des pétaoctets de données sur demande sans nécessairement avoir à stocker les pétaoctets de données en question. Peut-être qu'on peut juste aller en charger 1 Tera dont on a besoin d'analyser le temps de l'existence de notre superordinateur. Puis ensuite de ça, on le détruit. Mais la source pérenne, elle est sur CVMFS, elle est sur disponible potentiellement publiquement. Donc, en conclusion, Magic Castle a les données à cœur. En décrivant avec du code d'infrastructure et du code, en décrivant avec du code, l'infrastructure et sa configuration, Magic Castle rend possible la préservation et la réplication d'environnements de calcul. Ce qui est quand même nouveau parce que typiquement, normalement, un chercheur qui irait se connecter à un superordinateur classique physique ne pourrait pas prendre une photographie, ne pourrait pas prendre un snapshot de l'ensemble de la configuration du superordinateur qui a été utilisé pour produire ces résultats. Il devrait s'en remettre au bon vouloir des administrateurs du centre de données en question pour avoir configuré correctement et rendre ces résultats reproductibles. Donc, Magic Castle, en fait, si un chercheur utilisait Magic Castle, il pourrait dire, ben, voici, non seulement, voici le code, voici les logiciels qui ont permis de produire mes résultats, mais ensuite, voici aussi à quoi ressemblait l'infrastructure et comment même reproduire cette infrastructure-là via le code en question. Donc, on vient faire en sorte que l'infrastructure est une sorte de donnée qui est possible de versionner, d'archiver, de préserver sur le long terme. Et ces données-là, en fait, c'est très peu de choses. C'est un peu de texte. C'est quelques milliers de lignes de code qui prennent pratiquement pas de place et qui peuvent être, ensuite de ça, transférées, déplacées d'un service d'info nuagique à l'autre. Magic Castle, par rapport aux données, n'effectue aucune fausse promesse. Pour préserver les données, l'utilisateur devra interfacer son environnement à un service de stockage opéré par une entité externe sur lequel, néanmoins, Magic Castle peut s'interfacer et sur lequel, bien entendu, on est toujours ouvert. C'est un logiciel dit ouvert, c'est un logiciel qui est disponible sur GitHub. Si quelqu'un arrivait avec une nouvelle source de données, une nouvelle sur laquelle Magic Castle pourrait s'interfacer, on est ouvert à permettre la configuration automatique du superordinateur pour accéder à ces sources de données. Magic Castle, c'est pas juste moi, c'est plus d'une vingtaine de collaborateurs, tant ici et ailleurs, là, que je tiens à remercier, qui ont façonné un peu le design de cette chose, ce projet-là depuis 2018. Donc, maintenant, au mois de mars, ça va faire 6 ans que le projet existe et prend de plus en plus d'ampleur et intéresse les gens un peu partout, jusqu'en Europe et même au Bangladesh. Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez me contacter, bien entendu, à felix@calculquebec.ca. Vous pouvez aussi vous rendre sur GitHub à github.com/ComputeCanada/Magic Castle. Magic Castle ayant été créé au départ sous l'organisation Calcul Canada, qui maintenant fait partie de l'Alliance.